Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous allons aborder un des aspects de l'industrie nucléaire dont on va voir qu'il ne déroge pas à l'opacité qui entoure les activités de cette industrie. Nous comprendrons pourquoi il ne fait pas bon se garer sur un parking d'autoroute à côté d'un camion portant un trèfle radioactif ou encore se trouver sur certains quais de gare quand transitent ou stationnent des trains contenant des matières radioactives. La CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, vient de publier un rapport sur les transports des substances radioactives en Rhône-Alpes. Donc, pour en parler avec nous, le président de la CRIRAD, Roland Desbordes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Normal. Normal, quand des médias s'intéressent au travail que la CRIRAD fait, on est évidemment présent. Bon, avant d'aborder les conclusions, enfin, ou de votre rapport, est-ce qu'on pourrait avoir une idée du contexte général de ces transports en France ? Ça représente combien de convois ? Par quel mode de transport ? Quels sont les grands axes qui sont concernés ? Comment les transports en fait sont liés à la filière nucléaire en général ? Quel type de substances sont transportées ? Voilà, vous avez 5 minutes. Oui, c'est tout un tas de questions. On n'est pas les premiers à se les poser, ces questions, évidemment. Il y a plein de gens qui se les ont posées, qui ont déjà fait des actions, soit des actions sur le terrain, soit des actions de mesure, comme nous, la CRIRAD, soit des blocages. En fait, il y a eu beaucoup d'actions autour des transports de matières radioactives, puisqu'il faut parler des choses comme ça. Matières radioactives, ça peut être des déchets, ça peut être des tas d'autres choses, ça peut être des combustibles, ça peut être du médical, ça peut être voire du militaire. Et donc, ça recouvre en fait les transports de matières radioactives, recouvre tout un tas de configurations totalement différentes. Et on s'aperçoit, c'est qu'il y a une chose commune, c'est qu'il y a une opacité par rapport à l'information des citoyens, parce que ces transports, évidemment, c'est dans le domaine public que ça se passe. C'est pas dans des convois spéciaux hors du public. C'est à travers des gares où il y a des passagers, des voyageurs, c'est sur des autoroutes où il y a des gens qui s'arrêtent, etc. Donc, on est dans le domaine public, et pourtant, on s'aperçoit, c'est qu'on a très très peu d'informations. Et donc, pour essayer d'en savoir un peu plus, nous avons fait une enquête, nous la CRIRAD, sur Rhône-Alpes. Le travail était financé d'ailleurs en partie par la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire des élus de la région Rhône-Alpes qui, eux, avaient envie de savoir. Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail d'inventaire sur Rhône-Alpes. Et malheureusement, ça confirme que oui, il y a l'opacité, oui, il y a des problèmes de réglementation, etc. Donc il y a bien dans le domaine des transports. Voilà dans quel contexte on a fait ce travail. Allô ? Oui. Ah, pardon. Non, je t'écoute avec attention. Là, on a dû passer sous un tunnel. Voilà. Voilà. Donc, ce travail a consisté à d'abord à mettre en valeur le travail que nous avions fait déjà avant avec d'autres associations sur le terrain, et puis à faire un inventaire, un bilan d'inventaire sur la région Rhône-Alpes en fonction des informations disponibles. C'est pour ça que nous avons interrogé tous les acteurs de la filière. Ça va du producteur du déchet, c'est-à-dire la centrale nucléaire,
ou une installation nucléaire, hein, ou ça peut être un hôpital, ça peut être, etc. Donc tous les producteurs de ces déchets, et les transporteurs et les destinataires, puisque forcément il y a des destinataires au final. Et on a fait un inventaire sur les convois ce qui était interne à Rhône-Alpes, c'est-à-dire qui allait d'une installation à l'autre de Rhône-Alpes, ceux qui rentraient en Rhône-Alpes et ceux qui sortaient de Rhône-Alpes. Pour ceux qui ne font que transiter par Rhône-Alpes, impossible d'avoir aucune information. Parce que là, le départ et l'arrivée ne se font pas dans la région, donc on n'a pas d'information. Donc on voit tout de suite que ça va être difficile d'avoir une image complète de la situation, même en Rhône-Alpes. Mais est-ce qu'on a une estimation de combien de convois transitent en France par la route, par exemple? Qui est-ce qui s'occupe d'estimer tout ça? Alors, il y a différentes instances qui sont chargées de ça. Mais d'abord, il faut savoir, c'est que il y a convoi et convoi. C'est-à-dire que déjà, on constate qu'il y a tout un tas de situations où ils sont exemptés de tout, de toute réglementation. C'est-à-dire cela, on sait même, il n'existe pas. C'est-à-dire que quand l'administration estime que la radioactivité présente dans le convoi est faible ou ne présente pas de risque, ou enfin pour différents facteurs, on dit ben là c'est même pas un convoi, c'est rien du tout. Donc on n'en parle pas. Ceux-là, ils ne figurent nulle part, dans aucun inventaire. Et pour les autres? Et qui sont exceptés, c'est-à-dire on dit ben ils sont pas trop dangereux, donc ceux-là ils sont exceptés. Et donc, il y aura l'information minimale sur ces convois. Et puis après, il y a les convois, proprement dit, radioactifs. Alors là, c'est où il y a pas mal de radioactivité. Par contre, ne figurent pas, et toujours sous le sceau du secret, c'est ceux qui contiennent des matières fissiles qui peuvent avoir un intérêt pour des terroristes ou des militaires, etc. Donc on voit tout de suite que déjà les informations qui vont être disponibles sont déjà extrêmement limitées. On est très très loin de faire l'inventaire total. Et sur Rhône-Alpes, par exemple, ben, on a pu savoir que en gros c'était 130 000 convois qui rentraient ou sortaient de Rhône-Alpes ou étaient internes à Rhône-Alpes, et que sur la France c'est de l'ordre de 600 000, 700 000 à peu près. Des convois ou des estimations extrêmement grossières, hein. Des convois ou des colis? Alors, après, il y a effectivement, il y a tous les cas de figure. Ça peut être, j'aime pas le terme colis, parce qu'un colis, non. pour moi, c'est un cadeau. c'est ce qu'ils utilisent, hein, malheureusement. On fait tout pour banaliser les choses, hein. Donc, ça veut dire que on ne va pas parler de déchets radioactifs, on ne va pas parler de convois, machin radioactifs, on parle de colis. Un colis, c'est en fait un emballage avec de la matière radioactive dedans. Mais ça peut recouvrir des tas de réalités très différentes. Entre la petite camionnette qui va amener des radioéléments pour l'hôpital d'Avignon ou de Valence, et puis le convoi qui sort de la centrale nucléaire de Cruas ou de Tricastin et qui va vers La Hague, la quantité de radioactivité évidemment est totalement différente. Donc il y a des tas de réalités très différentes. Parce que moi, je suis allée regarder un peu là sur Wikipédia, entre autres, et si on considère simplement le combustible nucléaire, on parle environ de 640 transports par an sur la France, hein, c'est-à-dire c'est 2 par jour, quoi. 300 sur le combustible neuf, 250 sur le combustible usagé, irradié, 30 pour le combustible MOX et 60 pour la poudre d'oxyde de plutonium. Donc ça c'est voilà, c'est déjà ça donne un petit ordre d'idée, hein. Oui, ça donne une petite idée, mais c'est la minorité. Alors évidemment, c'est les convois les plus à risque, je dirais. Oui. A priori, je dirais les plus à risque, mais qui en quantité représentent une minorité. Quand on voit, quand vous baladez sur l'autoroute A7 ou en gare de Valence ou de Lyon, mais des convois, vous en passez régulièrement. Oui, on va. C'est pratiquement tous les jours, hein. Enfin, pratiquement. Moi, je vous défie de faire un Lyon-Marseille sur l'autoroute sans être à un moment donné à proximité d'un camion qui sur lequel vous allez trouver le logo radioactif.
On va y venir. Je voulais juste simplement qu'on essaye de comprendre comment en France ça s'organise, ces transports, toutes ces matières, là où ces substances radioactives, elles vont de où à où, pourquoi ça transite comme ça partout? Alors, il y a le nucléaire, ça nécessite effectivement dans son fonctionnement énormément de transport. Ça va de l'amont du cycle, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avant la centrale, c'est-à-dire ce qui vient de Malvézy et qui passe régulièrement. Malvézy, c'est Narbonne, hein, et qui remonte sur Tricastin, qui est la plaque tournante mondiale de l'uranium. C'est pas seulement régional, là, c'est mondial. Mhm. Et là, vous avez des convois de camions régulièrement qui sont sur l'autoroute qui part de Narbonne et qui vient jusqu'à Tricastin. Ça, c'est l'amont du cycle, mais là, vous avez dans l'amont du cycle, ça recouvre tout un tas aussi d'autres situations. Ça va de Pierrelatte à Romans, de Romans dans les centrales nucléaires. Et puis, après, vous avez l'aval du cycle. Ça, c'est les combustibles usés. Alors ça, c'est les plus irradiants. Hein, c'est ceux qui émettent le plus de rayonnement, ces convois-là. Ceux-là sont un peu plus, je dirais, suivis, mais quoique. En fait, on n'en parle vraiment que quand ils passent les frontières. C'est quand les Allemands nous en envoient que ces convois-là font l'objet, je dirais, de manifestations, donc de suivi de la police, de la gendarmerie, d'hélicoptères. Et parfois, ça fait d'ailleurs des morts. Hein, on l'a vu dans l'est de la France. Mm-hmm. Donc, là, ces convois-là, oui, ça, ils sont très irradiants. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais il y en a quand même. Ça, non. Et puis, vous avez tous les déchets. Et là, des déchets, alors là, contrairement à ce que dit l'industrie nucléaire, des déchets de toutes sortes, il y en a sans arrêt sur la route. Et là, ça va du petit outillage légèrement contaminé à des produits beaucoup plus irradiants pour l'extérieur. D'accord. Donc c'est vrai qu'en Rhône-Alpes, vous êtes particulièrement gâtés. Oui, en Rhône-Alpes, on est pas mal placé puisque effectivement, il y a beaucoup d'industries, l'amont du cycle, l'aval du cycle, les centrales nucléaires, le retraitement avec Marcoule. Alors Marcoule, c'est pas en Rhône-Alpes, mais on en est à côté en tout cas. Mm-hmm. Et ce qu'on aperçoit, c'est que personne n'a une vision claire. C'est-à-dire que nous avons interrogé l'autorité de sûreté nucléaire qui est censée recenser, c'est-à-dire savoir tous ces convois. En fait, elle-même reconnaît qu'elle n'en a pas la connaissance complète. Elle n'est pas au courant de tout. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est déjà un peu étonnant. Ça nous a beaucoup surpris. On pensait qu'elle, au moins, était au courant de l'existence de tous ces transports. En fait, son inventaire est extrêmement grossier. Ensuite, les personnes concernées, c'est-à-dire les communes, évidemment, ne sont au courant de rien. Les élus des départements sont au courant de rien. Les commissions locales d'information sont au courant de rien. Voilà. Et les préfets, peut-être, on ne sait pas. Et en tout cas, ils ne communiquent pas dessus. Et tout ça est dans le domaine public. C'est ça qui pose problème quand même. Oui, vous avez posé des questions à l'autorité de sûreté nucléaire et les réponses dans votre rapport, c'est intéressant. Donc sur l'information des collectivités locales et des gestionnaires des réseaux routiers, l'ASN n'informe pas les gestionnaires des réseaux routiers des transports de substances radioactives via leur réseau, ce qui veut dire que les gars qui sont au péage, etc., ils sont pas au courant. Sur l'information... alors, l'autorité de sûreté nucléaire n'informe pas les collectivités locales des transports, c'est ce que tu viens de dire. Sur l'information relative au trajet emprunté, c'est pareil. Les préfectures n'ont pas obligation de diffuser ce type d'information. Les substances... Voilà, et évidemment tout ce qui peut, mais tu l'as déjà dit, hein, tout ce qui est transport de matière comme l'uranium enrichi, le plutonium qui relève du code de la défense, eh bien ça, les itinéraires de transport ne sont évidemment pas communiqués au public pour des raisons de sécurité intérieure. Donc on est bien informé. Alors en gros, l'ASN nous répond en disant c'est pas de notre faute. Nous, on est responsable de tout ce qui se dans l'installation nucléaire. Or, dans les installations nucléaires, le transport, ça se passe entre deux installations nucléaires. Donc, entre les deux, nous, on est dans le brouillard, là. Il n'y a pas de responsabilité directe.
Nous ne sommes pas mandatés pour faire des contrôles sur la route, sur savoir si les convois respectent bien la réglementation sur les transports, tout simplement, c'est-à-dire l'étiquetage. Est-ce qu'il y a sur les prescriptions éventuelles qui seraient à mettre là-dessus? Il n'y a pas de contrôle de la part de l'autorité de sûreté nucléaire. Elle n'en a pas la mission, et deux, elle n'en a pas les moyens non plus. C'est-à-dire, elle n'a pas d'outils pour faire ces contrôles. Pour faire des contrôles, il faut des outils. Hein. Ça se fait pas simplement à l'œil. Hein. Et ça, l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas les outils pour faire ça. Qui réglemente les transports, en fait, de ces substances? Pardon? Il y a une réglementation sur les transports de ces Bien substances? sûr qu'il y a une réglementation. Tout le monde se retranche d'ailleurs là derrière en disant mais vous savez, tous ces transports sont conformes. Ah, conformes à quoi? Ils n'ont pas toujours été. Ils sont conformes à une réglementation. Ils ne l'ont pas toujours été. La réglementation prévoit 2 types de contrôles pour considérer qu'un transport est conforme. La première chose, c'est qu'il ne doit pas contenir de la radioactivité à l'extérieur du colis, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la contamination externe. C'est trouver de la radioactivité sur le wagon, à l'extérieur. Ça veut dire que si cette radioactivité à l'extérieur, elle peut se retrouver sur le vêtement d'un cheminot qui va manipuler le convoi. Donc, pas de contamination extérieure et une irradiation, un rayonnement qui soit pas trop important. C'est ce que dit la réglementation. Or, quand on regarde les chiffres, quand on dit pas de contamination externe, en fait, ça ne veut pas dire 0, ça veut dire inférieur à un seuil de 0,4 becquerel par centimètre carré. C'est-à-dire, c'est pas 0, c'est inférieur à. Or, à une époque, jusqu'à une époque récente, les contrôles de ces wagons au sortir des centrales nucléaires, il y a des contrôles qui sont faits parce que au moment de la sortie de la centrale nucléaire, le convoi va passer sous la responsabilité du transporteur, qui n'est pas EDF, qui s'appelle Transnucléaire, qui s'appelle, etc., des sociétés privées. Eh bien, quand la société de transport faisait des vérifications parce qu'elle prend en charge un colis, entre guillemets, elle vérifiait évidemment la contamination, elle trouvait systématiquement qu'il y avait des taches de contamination qui dépassaient très largement les limites, et donc le colis n'était pas conforme du point de vue de la contamination externe. Évidemment, la société, pour ne pas se retrouver en défaut, elle, à la sortie, a plusieurs fois sonné la sonnette d'alarme auprès de l'autorité de sûreté nucléaire, et nous on ne peut pas prendre ce convoi, etc. Donc, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a dit, il faudra effectivement vous mettre en conformité. Elle n'a pas sanctionné EDF, mais elle a simplement fait une rappel à l'ordre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, officiellement en tout cas, les convois sont beaucoup mieux propres, entre guillemets, là encore, parce qu'il ne s'agit pas de propreté, mais de non-contamination au-delà d'un certain niveau. De ce côté-là, je dirais, officiellement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et cette contamination, par contre, c'est pas 0. Pour nous, ça reste un problème quand même. On est dans le domaine public et on est sur des objets, des matières qui ont une radioactivité d'origine artificielle, qui n'est peut-être pas très importante, mais qui n'est tout à fait anormale dans le domaine public. Alors, mais là-dessus, les choses apparemment auraient été réglées. Moi, j'en ai pas la certitude, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller faire ces types de contrôles à la sortie des installations nucléaires. Nous ne sommes pas autorisés. Vous savez que la transparence s'arrête au portail des installations nucléaires. Il est hors de question que des experts indépendants aillent faire ce type de contrôle à l'intérieur d'une installation nucléaire. Pourtant, on est dans la transparence officiellement. Alors justement, je voulais juste rappeler que la réglementation internationale sur les transports de substances radioactives est faite par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Donc on peut se douter que c'est pas vraiment très indépendant et que voilà. Et alors, je voudrais quand même qu'on en arrive un peu à des cas concrets là, que vous avez mesurés, parce que moi, ça m'a... Le deuxième volet, le deuxième problème que posent ces convois, c'est le rayonnement qu'ils émettent. Et là, la réglementation internationale, comme je le soulignais, a été établie par la IEA
dans un objectif, c'est que ça coûte le moins cher possible, ces convois. C'est-à-dire qu'on puisse transporter le maximum de matière radioactive avec un minimum de coûts, c'est-à-dire d'argent. Pour ça, quand vous avez un déchet qui émet beaucoup de rayonnement, si on ne veut pas que le rayonnement sorte dans le domaine public, c'est-à-dire en dehors du colis, en dehors du train, du camion, il faut mettre des parois extrêmement lourdes et épaisses et denses pour atténuer ce rayonnement. Or, ça coûte cher, ça fait du poids, et c'est de la matière radioactive que vous transporterez en moins. Donc, clairement, si vous voulez protéger le public de ces radiations, ça va coûter très cher, et vous transporterez évidemment moins de matière. Donc, vous ferez plus de convois, etc. Donc, l'AIEA, dont l'objectif, effectivement, est de développer l'énergie nucléaire au moindre coût sur la planète, c'est écrit dans son article 1, c'est pas moi qui l'invente, de ses statuts, eh bien, a édicté une réglementation pour les transports applicable au niveau international et qui définit des limites de rayonnement émis par ces convois qui est totalement scandaleuse. C'est-à-dire que si ces rayonnements, ils reconnaissent qu'il peut y avoir du rayonnement à l'extérieur, mais les niveaux qui sont considérés comme acceptables, conformes donc à une réglementation, sont tellement élevés que en imaginant des scénarios qui ne sont pas complètement fous, hein, puisque, comme tu le soulignais, on a fait des exemples, nous, en gare de Valence, sur l'autoroute, sur des parkings d'autoroute, etc. On imagine des situations tout à fait banales, c'est-à-dire en restant non pas 8 jours à côté d'un convoi, collé au convoi, mais en restant simplement moins d'une heure à proximité immédiate d'un convoi, on reçoit le maximal de la dose annuelle pour le public. Donc on est devant une situation qui est totalement anormale du point de vue de la radioprotection. Oui, alors on va peut-être essayer de revenir un peu sur on va parler en doses hein, qui sont calculées en millisieverts, hein, enfin en sieverts. Et donc les doses dites acceptables internationalement, ce serait, ou en tout cas en France, c'est 1 millisievert par an pour, tu m'arrêtes si je me trompe, 1 millisievert par an pour toutes les activités nucléaires non naturelles. Enfin, hein, c'est hors naturel et hors médical. Voilà, et hors médical, donc au cumul. Voilà. Et là, on se rend compte, en fait, que ce qui est réglementairement acceptable, c'est que, dans les conditions de transport de routine, l'intensité de rayonnement ou débit de dose, hein, donc mesuré en sieverts, ne doit pas dépasser 2 millisieverts par heure. Par heure, c'est ça. Par heure. Alors que la dose, à proximité, en tout point de la surface externe, est 0,1 millisievert par heure à 2 mètres de la surface externe du moyen de transport. C'est-à-dire qu'on autorise en une heure le double de ce qui est normalement autorisé en un an, c'est ça? Par an et pour toutes les activités nucléaires. Or là, nous sommes sur une activité nucléaire, c'est le transport. Mais les gens, les citoyens de base en France, ils peuvent être confrontés à d'autres aspects de la radioactivité artificielle parce qu'ils habitent près d'une centrale nucléaire, parce qu'ils vont consommer des produits légèrement contaminés à cause de Fukushima ou de Tchernobyl, etc. Il faut imaginer le scénario qui n'est pas dingue, c'est que on ne soit pas seulement confronté à un convoi une fois dans l'année, on peut les confronter régulièrement. Si vous attendez le train en gare de Valence le lundi entre 11h et midi, je peux vous dire que vous voyez passer un train tous les lundis entre 11h et midi. C'est pas dingue d'imaginer que justement on attend son train à cette heure-là en gare de Valence pour aller je sais pas où, à Marseille ou autre. Donc on peut garer son camping-car sur une aire d'autoroute ou sa voiture, hein, à côté d'un camion comme ça. Mais vous pouvez aussi manger des produits qui soient contaminés par les rejets légaux, toujours légalement, de Tricastin ou de Cloas ou de Marcoule. Quand vous êtes autour de Marcoule, vous avez une radioactivité dans l'environnement qui n'est pas du tout normale pour Marcoule, pour la région.
Et c'est bien de la radioactivité artificielle due à Marcoule. Donc, la loi française, si elle était appliquée correctement, elle dirait que pour toutes les contributions, toutes, la loi nous garantit qu'on sera en dessous de 1 millisievert. Or là, en imaginant le scénario sur simplement les transports, on peut dépasser ce 1 millisievert très facilement. Mais ce que dit aussi la réglementation, c'est que cette limite, il ne faut pas la dépasser évidemment, mais même en dessous de cette limite, le risque existe. C'est-à-dire qu'il faut, informer le public. Alors, où est l'information du public sur les transports? Et il faut optimiser, c'est-à-dire réduire la dose au niveau le plus bas possible. Alors évidemment, le plus bas possible, c'est pas toi ou moi qui décidons, c'est l'administration qui va dire, bah oui, mais si on voulait faire mieux, ça coûterait plus cher. Ok, d'accord. N'empêche que ce que dit la réglementation sur la radioprotection, sur la protection des citoyens, eh bien, c'est ça. Donc, limiter, informer et réduire la dose. Et on voit bien que dans ce cas des transports, on n'applique rien de tout cela. Rien du tout. C'est-à-dire qu'on est dans un état hors la loi. Hors la loi, oui, c'est ce que j'allais dire. Ou bien on nous dit le nucléaire est hors la loi en France. Ben ok, d'accord, mais il faut le dire. À ce moment-là, le nucléaire est hors la loi en France. Alors je voulais juste donner un petit... Parce qu'évidemment, on peut se retrouver à côté d'un camion comme ça et on ne sait absolument pas... on ne sait pas. Enfin, bon, le trèfle radioactif, ça nous inquiète un peu. Mais vous donnez, là, dans votre rapport, des descriptifs d'étiquettes. Alors, il y en a qui font frémir, quoi. Quand la partie supérieure est jaune et qu'il y a 3 barres rouges, ça veut dire qu'on peut être soumis. Mais ça, c'est... on peut être soumis à des doses qui vont... qui sont alors inférieures ou égales à 10 millisieverts par heure. C'est-à-dire 10 fois la dose dite acceptable, toute activité cumulée sur un an. Absolument. Alors, donc, si vous voyez cette étiquette-là, il faut fuir. Réagir par rapport à la réglementation, d'abord, en disant cette réglementation sur les transports est scandaleuse. Nous avons interpellé, alors évidemment, comme c'est international, on dit « Ah, mais non, on n'y est pour rien ». Notre administration française dit on n'y est pour rien. Et non, je ne suis pas d'accord là-dessus. La réglementation internationale, elle est faite de la contribution de tous les pays. Et nous sommes en Europe et tous ces camions voyagent aux 4 coins de l'Europe. Cette réglementation européenne, la France, parce qu'on est français, on est en... Eh bien, mais ce serait la même chose en Allemagne ou ailleurs. Mais nous avons la possibilité de demander une modification de cette réglementation. Et moi, je pense que, honnêtement, si on appliquait les règles fondamentales de la radioprotection, c'est-à-dire si on voulait réellement protéger le public par rapport au risque du nucléaire et en particulier des transports, il faudrait mettre en place une réglementation tellement stricte sur les doses de radiation émises, sur les contaminations des convois, etc., qu'effectivement, le coût des transports exploserait complètement. Et ça, ils ne le veulent pas, c'est clair. Alors, je voulais juste parler un petit peu de l'opposition à ces transports. Parce qu'il y a des gens qui se battent, et surtout, comme tu l'as dit, en Allemagne. Et moi, je voulais juste rappeler quand même qu'il y a 10 ans, en novembre 2014, il y a eu un jeune militant de 22 ans qui est mort, qui voulait arrêter un train de déchets avec une dizaine de personnes. Il y avait des manifestations autour et il a été voilà. Il a été, enfin, parce que le conducteur a pas pu s'arrêter, et voilà. Donc lui, faut pas l'oublier, Sébastien Bria. Et bon, moi, je pense évidemment que s'il y avait plus, de toute façon, s'il y a plus de transport de substances nucléaires, il y aura plus de nucléaire. Enfin, ce serait déjà. Alors, je voulais juste pour terminer, et comme on en était à l'opacité, il y a un rapport de sûreté des transports de matières radioactives qui a été fait par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français en 2005. Et la conclusion, c'est
Je pense que ça va t'amuser. À ce jour, les situations d'urgence et d'accidents de transport n'ont pas eu de conséquences sur le public, les personnels intervenants ou l'environnement. Le sujet des transports de matières dangereuses en général et radioactives en particulier est cependant un sujet sensible pour lequel le zéro défaut et une vigilance permanente s'imposent. La grande rigueur de la réglementation et la grande sévérité des différents critères qu'elle comporte ont eu pour heureuse conséquence une grande fiabilité de l'ensemble du système de transport, des moyens développés par les principales sociétés de transport et les liens qu'elles entretiennent avec les autorités, blablabla, blablabla. Belle langue de bois. Voilà. Parce que la réalité n'a rien à voir avec tout ça. Et je dis bien, aujourd'hui, on a eu énormément de chance parce que eux, ils parlent. Moi, maintenant, je n'ai parlé que de la situation dite normale. Je n'ai pas envisagé le pire, c'est-à-dire l'accident. L'accident, oui. Quand vous avez ces convois sur l'autoroute A7, avec des convois dangereux, de produits chimiques, etc., au milieu de convois de déchets radioactifs, et moi, je tremble. Sérieusement, je tremble. Et je dis, on n'a pas vu le pire, et loin de là. Et ce que moi je décris, et ce qu'on a essayé de décrire, nous, c'est ce qu'on dit est la situation dite normale, qui n'est pas satisfaisante, qui est scandaleuse déjà, mais l'accident grave, on ne l'a pas vu encore. Et il nous pend au nez. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut... ce discours de l'IRSN, des organismes officiels, dit tout va bien... On n'a pas eu d'accident très grave, c'est vrai. Il y a eu des accidents sur un camion qui a pris feu, par exemple, sur l'autoroute qui est près sur le plateau de Langres qui contenait des détecteurs d'incendie radioactifs. C'était pas des déchets radioactifs, mais c'était de la radioactivité quand même. On a dû décaper l'autoroute sur plus de 200 mètres. Les pompiers qui sont intervenus sur l'incendie du camion, c'était les pompiers de Langres, ils s'en sont pris plein les bronches, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils intervenaient sur un incendie d'un camion radioactif, etc. Donc, des accidents comme ça, il y en a eu. Pas très, très, très graves. Mais on a échappé au pire pour l'instant, mais il peut arriver demain, le pire. Hein. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Moi, je vous engage à aller sur le site de la CRIRAD, donc Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, pour prendre connaissance de cette étude sur le transport des substances radioactives en Rhône-Alpes. Vous saurez tout sur les mesures qui sont faites, qui ne sont pas faites, les contaminations, les risques, la réglementation. Je voulais, mais on n'a pas trop le temps, je voulais qu'on s'inquiète des transports du combustible qui va être utilisé dans ITER. C'est du tritium, je sais pas. On n'a encore pas travaillé, nous, la CRIRAD, mais... Je ne sais pas comment on transporte ça. Surtout que le tritium qui va être transporté, qui est le combustible, entre guillemets, d'ITER, on ne sait pas le confiner. La radioactivité de l'uranium, des produits qu'on connaît aujourd'hui dans les centrales, on arrive à la confiner, c'est-à-dire que ça pisse pas partout le long du transport, la radioactivité. Ça émet des radiations, d'accord. Mais là, avec le tritium, on est sur un autre problème, c'est qu'on ne sait pas faire des conteneurs qui soient étanches au tritium, qui va être utilisé dans ITER. Et là, se posera une autre question, c'est comment imaginer que tout au long du transport, ces convois ne pisseront pas le tritium tout au long. Pour moi, c'est ça la question nouvelle qui va se poser autour de... C'est la question que je posais, mais on ne va pas la résoudre aujourd'hui, donc on y réfléchira dans une autre émission. Mais ça, je pense que c'est vraiment un sujet grave pour la région, voilà. Pour tous les gens qui se trouveront au contact effectivement de ces convois. Voilà, mais merci beaucoup Roland Desbordes, président de la CRIRAD. Et puis merci Sidi à la technique et on se revoit. Alors vous pouvez retrouver toutes nos émissions de radio à partir de notre blog Collectif Antinucléaire 13 et on se retrouve l'année prochaine. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.